Santé Bonheur tout de suite avec Pierre-Jérôme Montenot. Et je rappelle, on parle de tuberculose, une maladie qui n'a pas disparu, Pierre-Jérôme. Oui, on va en parler avec un spécialiste, Philippe Supply. Vous êtes biologiste, vous êtes directeur de recherche au CNRS et à l'Institut Pasteur. Et alors, un petit rappel, c'est en 1921, je crois, à l'Institut Pasteur de Lille qu'on a mis au point le BCG, le premier vaccin contre la tuberculose. 2 millions de morts encore par an. Combien en France aujourd'hui? Environ 5. En termes de morts, oui. Environ 600 morts par an. Encore. 600 morts par an pour combien de personnes contaminées? 5000 cas de tuberculose par an en France. Alors c'est une maladie qu'on croyait disparue, c'est une maladie qu'on voyait disparaître au 19e siècle. En fait, elle n'a jamais disparu. Non. En fait, c'est un problème qui a été mis en arrière-plan parce qu'on était sur une pente qu'on espérait voir aboutir à l'éradication de la maladie à l'horizon des années 2000. Et en fait, on a progressé beaucoup moins rapidement que prévu vers cet objectif pour différentes raisons qu'on peut éventuellement aborder. Alors voilà, aujourd'hui, ça touche plus particulièrement certaines franges de la population. Pourquoi ? Oui, il y a certaines franges de la population qui sont plus à risque de développer la maladie, en particulier parce qu'on sait que certaines conditions de vie rendent les personnes plus susceptibles à l'infection et plus susceptibles de développer la maladie. Quel type de personnes? Les personnes précaires, c'est ça Les personnes précaires, par exemple les sans domicile fixe, les personnes socio-économiquement défavorisées. Dans les prisons aussi, on voit réapparaître la tuberculose. Donc, vous avez à l'Institut Pasteur plusieurs axes de recherche pour pouvoir éradiquer la maladie. Vous cherchez déjà à savoir comment elle fonctionne. On ne la connaît pas bien encore, cette maladie? Oui, il reste encore beaucoup de choses pour bien comprendre comment la maladie peut s'établir et se développer chez les patients infectés. Et donc on a 4 axes de recherche principaux au laboratoire et à l'Institut. Donc le premier, c'est d'essayer justement d'identifier les facteurs qui sont nécessaires à la bactérie, parce qu'il s'agit d'une bactérie pour pouvoir causer la maladie, et persister chez l'hôte aussi, parce que c'est une bactérie qui est capable de persister à un stade d'infection qu'on ne peut pas détecter pendant des dizaines d'années chez les personnes qui sont infectées. Donc, elle résiste au traitement aussi, c'est ça? Alors, donc ça fait partie des autres axes de recherche. Donc un deuxième axe de recherche, c'est effectivement d'identifier les mécanismes qui mènent à la résistance de la bactérie vis-à-vis des traitements antibiotiques, parce que ça c'est un problème important aussi. On a ce qu'il faut aujourd'hui ou on est démuni? Il existe des moyens de traitement efficaces contre la maladie. Malheureusement, ces traitements sont longs à mettre en œuvre, et si le patient ne suit pas le traitement comme il le doit, ça peut mener à une émergence de résistance vis-à-vis du traitement. Et donc ces formes résistantes de la maladie sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus coûteuses et beaucoup plus longues à mettre en œuvre. Et on voit évoluer vers des formes résistantes comme dans d'autres pathologies, où on voit bien les virus, les bactéries qui s'adaptent à la guerre qu'on leur fait et qui changent et qui deviennent invincibles. Est-ce qu'on est dans ce cas-là? Tout à fait, le même cas de figure avec cette compétition entre les moyens qu'on met en œuvre et justement l'évolution de la bactérie qui devient résistante dans certains cas au traitement. Peut-être, M. Supply, il faudrait rappeler les symptômes de cette maladie, même dans ses formes les plus résistantes. Quels sont... Ça, c'est effectivement un autre problème aussi de la tuberculose, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le diagnostic n'est pas si évident à réaliser. Bon, il y a certains cas de figure avec des diagnostics relativement directs à établir, mais dans certaines circonstances, la maladie peut être plus difficilement diagnostiquée. Il faut mettre en œuvre plusieurs moyens de diagnostic complémentaires pour pouvoir diagnostiquer la maladie de façon certaine. C'est une très bonne question parce que vous êtes en train de mettre un test au point pour pouvoir diagnostiquer si on a été touché ou pas, si on a été contaminé ou pas. Et ça, c'est à l'Institut Pasteur de Lille qu'on fait ces recherches-là. Donc on touche au troisième axe de recherche où là, effectivement, on cherche à identifier des facteurs qui interviennent dans la réponse immunitaire vis-à-vis de l'infection. Et donc en analysant ces facteurs, on a effectivement mis le doigt sur une protéine qui peut être utilisée à la fois sous un angle diagnostique, donc pour identifier l'infection, et aussi sous un angle vaccinal, parce qu'on espère pouvoir utiliser cette molécule pour améliorer l'efficacité du vaccin existant. Un signal d'alarme et en même temps une technique pour la détecter. J'ai une dernière question. On a arrêté de vacciner d'une façon obligatoire en 2007. Est-ce qu'on voit depuis 2007 une recrudescence de cette maladie ou bien est-ce que le vaccin n'était pas très efficace? Non, heureusement non, on ne voit pas de recrudescence de la maladie, en tout cas pour le moment, d'après les dernières données.
Donc on espère rester sur cette bonne pente dans le futur.